Donc bienvenue à ce topo organisé par le comité Rosa Luxembourg du NP à Nantes. Ce topo qu'on va consacrer aujourd'hui en fait à la question des exilés à l'heure de la pandémie. En fait, la crise du Covid-19, on l'a vu, elle a un effet terrible sur les conditions de vie des personnes précaires. Or, précarité et migration, on le sait, elles se conjuguent bien souvent. Ceux qu'on appelle migrants, et a fortiori toutes celles et ceux que l'absence de titre de séjour et souvent de boulot également, met dans des situations très difficiles. Ces gens-là, en fait, ils sont particulièrement touchés par les effets de cette crise, quand ils ne le sont pas directement par les effets du virus. C'est visible sous une forme extrême en Grèce ou à Calais, on y reviendra, mais aussi, c'est aussi le cas en fait beaucoup plus proche de chez nous. En fait, le fait est que les marchandises aujourd'hui, elles circulent beaucoup plus facilement que les humains. Et elles sont parfois même en fait mieux traitées. Et tout ça, on verra que ça date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, la crise du Covid-19, elle ne fait que mettre en relief une situation qui était déjà catastrophique. Qu'on parle des camps dans lesquels les exilés sont retenus enfermés, qu'on parle des mesures davantage sécuritaires que sanitaires prises par les gouvernements, et bien d'autres exemples que Joshua vous présentera en fait dans quelques minutes. Donc il faut rappeler que tout ça, c'est le résultat d'une volonté politique, de dirigeants qui sont en fait très conscients de ce qu'ils font. L'exposé qu'on va faire aujourd'hui ne se contentera pas d'être un topo descriptif sur les politiques migratoires dans tel ou tel pays ou sur tel ou tel continent. Ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui plutôt, c'est de discuter ensemble, à travers quelques exemples historiques, de ce que cette crise nous révèle des liens existants entre migration et capitalisme, et les formes exacerbées que ces liens prennent lors de cette crise sanitaire. Et ces deux aspects, en fait, c'est Joshua qui va vous les présenter, et puis j'interviendrai de nouveau pour poser la question de ce qu'on peut faire face à ça. Du coup, le capitalisme et l'immigration sont indissolublement liés. Par les guerres, la misère, les divisions et les inégalités qu'il engendre, le capitalisme provoque le déplacement, généralement forcé, de centaines de millions de personnes, qui sont les plus vulnérables à la contamination et à toutes les conséquences qui découlent de cette crise. Du coup, que ce soit la perte d'emploi, la difficulté de se loger, de se nourrir, etc. Et ce, du coup, depuis le début de ce système. Je vais vous faire un très bref retour en arrière, puisqu'on ne peut pas du coup rentrer dans tous les détails, le sujet est immense. Sans remonter jusqu'aux migrations, des paysans chassés de leurs terres dès le XVIe siècle et entassés dans les villes industrielles pour bosser dans les manufactures, lorsque le capitalisme détruisait les économies traditionnelles, je voudrais développer un peu l'exemple des États-Unis. Alors, il faut se rappeler que les États-Unis sont nés politiquement en 1776, ce qui est très récent, et que le pays ne comptait alors que 2,5 millions d'habitants. Tout au long du XIXe siècle, les habitants ont poussé vers l'ouest, exterminant les populations indiennes, tandis que les grandes villes industrielles recevaient, elles, l'afflux de travailleurs européens fuyant la misère. Pour vous donner un ordre d'idée du coup de ces migrations, de 1836 à 1914, plus de 30 millions d'Européens ont traversé l'Atlantique pour s'installer aux États-Unis. Alors c'était des Irlandais, des Allemands, des Britanniques, des Français qui formaient du coup dans ces grandes villes de la côte Est la majorité de la population et qui vivaient pour la plupart dans des taudis. Ils étaient généralement les premiers à être touchés par tous les maux qui peuvent frapper l'humanité, avec notamment plusieurs graves épidémies de choléra au cours du XIXe siècle. C'est cette main-d'œuvre qui fut la source de la richesse du patronat américain. Celui-ci, d'ailleurs, faisait pression sur les politiciens pour favoriser l'immigration et ainsi accroître la concurrence entre les travailleurs, pour maintenir de bas salaires. Ils organisaient, par exemple, en Europe, un large réseau d'informations et puis de publicités, d'agents recruteurs. Ils passaient des publicités dans les journaux et avançaient parfois même les prix de la traversée. En France, l'accélération du développement industriel a été plus tardive. Elle date des dernières décennies du XIXe siècle. Le pays alors avait un faible taux de natalité, donc pour faire tourner les usines et creuser les mines, les capitalistes français ont favorisé l'immigration et sont allés chercher la main-d'œuvre par centaines de milliers. Cette fois, c'était en Belgique, en Italie, en Suisse. Plus tard, il y avait aussi des Espagnols qui venaient, des Juifs polonais ou Russes qui fuyaient la misère et les pogroms. Alors tous ces gens étaient entassés, eux aussi, dans des baraquements insalubres. Et ils étaient victimes du racisme et de la xénophobie. Un exemple particulièrement marquant des tensions qui pouvaient exister, en 1893, dans un contexte de crise économique et d'augmentation du chômage, et aussi du coup de popularité, de popularité des idées nationalistes, des villageois et des ouvriers français se sont livrés à une véritable chasse à l'homme dans les marais salants de Aigues-Mortes, dans le sud de la France, et ils ont tué plusieurs dizaines d'ouvriers italiens.
Le patronat français, après la Seconde Guerre mondiale, a continué à favoriser l'immigration. Il faisait de la publicité au Maroc, en Algérie, et faisait miroiter aux jeunes candidats à l'immigration la perspective d'un avenir meilleur. Les travailleurs immigrés qui ont construit le RER, le périphérique de Paris, les autoroutes et tant d'autres bâtiments, infrastructures et biens de consommation vivaient souvent dans des bidonvilles, comme celui de Champigny-sur-Marne, où étaient entassées 15 000 personnes dans les années 60. Aujourd'hui, ceux qui viennent en France, ce ne sont plus majoritairement des Belges, des Italiens, mais des exilés qui viennent d'Afghanistan, d'Érythrée, d'Irak, de Syrie, de Somalie, du Nigeria, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire ou encore d'Algérie. Ils fuient les guerres financées par les pays impérialistes, dont la France, et qui sont engendrées par le système. D'ailleurs, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Dans quelle mesure est-ce que ces guerres ont quelque chose à voir avec le capitalisme? Ils fuient aussi la persécution politique ou religieuse, comme c'est le cas pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, où ils fuient la misère économique, l'impossibilité d'un avenir meilleur dû au pillage systématique des richesses des pays du Sud par les puissances impérialistes, ou encore à des formes de développement économique qui ruinent les communautés locales et détruisent leurs conditions de vie. Alors ce ne sont pas majoritairement, généralement les plus pauvres qui font le voyage vers l'Europe, puisque cela coûte cher. Mais leurs récits sont toutefois bien souvent les mêmes. Lorsqu'ils ne fuient pas la guerre, ils fuient les difficultés économiques. C'est le cas par exemple des Algériens, qui représentent 7% des personnes entrées en France en 2017 et qui fuient la pauvreté massivement dénoncée par la lutte des Algériens, le Hirak, depuis février 2019. À l'échelle du globe, selon les chiffres de l'ONU, en 2019, le nombre de migrants dans le monde était d'environ 272 millions de personnes, donc migrants internationaux, avec 51 millions de plus qu'en 2010. Et parmi ces 272 millions, 200 millions sont des travailleurs qui résident dans un autre pays que le leur, 70 millions sont des déplacés de force et 26 millions de réfugiés, 3,5 millions de demandeurs d'asile. Au total, c'est environ 3% de la population mondiale qui est en situation de migration internationale, ce qui est considérable. Et puis là, on ne compte même pas les migrations à l'intérieur des pays qui sont encore plus importantes. On voit du coup, les migrations prennent une dimension particulière et systémique sous le capitalisme, et ce depuis ses débuts. Dans le monde du travail, les migrants forment bien souvent une catégorie surexploitée de la population des travailleurs. Et les patrons ne se soucient guère de leurs conditions de logement ou de vie en général. Ce prolétariat surexploité, vivant souvent dans des taudis bondés, dans des conditions insalubres, sans accès ou avec un accès minimal aux soins, est par là même le plus vulnérable et donc particulièrement exposé aux pathologies, troubles psychiques et crises sanitaires, épidémiques, que ce soit le choléra, le typhus, la typhoïde, la gale, la tuberculose ou du coup aujourd'hui le coronavirus. Un exemple. Dans la jungle de Calais, ce qui était un camp de réfugiés à Calais, il y a quelques années. Donc ce camp, il regroupait, pour donner une idée, 6 000 personnes. Et à Grande-Synthe, du coup, un camp pas très loin de Calais qui, lui, regroupait 2 500 réfugiés. Il y avait de la promiscuité et pas d'accès à l'eau potable ou à des structures sanitaires et pas de sanitaire hygiénique, etc. Et il y a eu donc 3 épidémies de 2015 à 2016, donc 2 épidémies de grippe et puis une de rougeole. Ce qu'on voit donc, c'est que l'exploitation économique, la misère et l'exposition aux épidémies se conjuguent. C'est le cas encore, par exemple, à l'heure actuelle, avec les millions de travailleurs migrants dans les pays du Golfe, notamment en Arabie Saoudite, qui, avec l'épidémie, se retrouvent au chômage. Nombre d'entre eux sont coincés et ne peuvent rentrer chez eux. Ils sont confinés dans des taudis saturés où règne la promiscuité. Il y a un témoignage au New York Times d'un travailleur égyptien qui s'appelle Mohamed Al-Saïd et qui est immigré à Jeddah, en Arabie Saoudite. Donc il travaille là-bas, dans le bâtiment. Il explique vivre avec du coup 7 personnes dans un appartement d'une pièce. Il a perdu son travail avec le confinement et puis les difficultés qui en découlent. Et il témoigne du coup que pour lui, la plus grande difficulté n'est pas tellement la plus grande crainte n'est pas tellement le coronavirus, mais la faim. Dans ce même journal, on trouve aussi l'histoire de Ko Sao Wintun, qui est travailleur de Myanmar, où réside sa famille, et qui est émigré en Thaïlande pour bosser à l'usine. Donc il fait partie donc de ces 4 millions de travailleurs étrangers qui travaillent en Thaïlande, 4 millions.
La fermeture du coup de nombreuses activités économiques lui ont fait perdre son emploi et il a dû fuir le pays, en voyageant donc dans des voitures, qui étaient bondées ou des bus débordés de monde et finalement il a été testé positif au coronavirus. Ce qu'on voit donc le développement du capitalisme et l'immigration vont de pair et ça dans un mépris généralisé des conditions de vie des travailleurs migrants, de leurs familles et plus généralement de toutes celles et ceux qui n'ont d'autre choix que de prendre les chemins de l'exil. Et c'est là un facteur majeur de vulnérabilité et d'exposition, aux risques sanitaires. Alors du coup, comment est-ce que les gouvernements réagissent face à cela? Quelles sont les politiques mises en œuvre? On va essayer de voir ça maintenant. Sur le site de la Commission européenne, à la page traitant de l'immigration, on trouve en ce moment essentiellement la traduction multilingue des conditions sanitaires, qui impose le confinement chez soi et la distanciation sociale. C'est absurde. En effet, comment rester chez soi quand on n'a pas de chez soi? Comment respecter les consignes de distanciation sociale quand on est toute une famille dans une tente et qu'il y a un robinet pour des centaines de personnes, comme c'est le cas en ce moment même à Moria, donc dans le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos? Appeler les migrants à la responsabilité individuelle alors que les frontières de l'Europe sont hérissées de barbelés et que l'essentiel de la politique des États européens consiste à refouler celles et ceux qui cherchent à passer, quitte à transformer la Méditerranée en un immense cimetière, c'est pour le moins ironique. Et en effet, ce que les États savent faire en ce moment, c'est fermer les frontières. Ça, ils savent bien le faire. Quand on parle des migrations, la question des frontières n'a jamais loin. Jamais dans l'histoire, en ce moment-là, jamais dans l'histoire moderne de l'humanité, les frontières n'ont été si massivement et si universellement fermées. Partout, les vols internationaux ont été interdits et les frontières terrestres partiellement, sinon totalement fermées. Les frontières sont présentées, en effet, par les gouvernements, mais aussi par la plupart des politiciens, même de gauche, comme un moyen de se protéger contre la propagation du virus. Nombreux sont les politiciens qui font explicitement le lien entre les migrants et le virus. Il faut bien un bouc émissaire. Dans ce registre nauséabond, évidemment, l'extrême droite est à son aise, et on peut trouver dans le magazine d'extrême droite Valeurs actuelles, dans l'édition du 8 avril, on peut trouver le titre suivant: La crise migratoire pourrait démultiplier les effets négatifs de la diffusion du virus en Europe et en France. Alors l'article en question pointe du doigt les camps de réfugiés dépourvus de toute protection sanitaire, qui ferait peser une menace sur la sécurité sanitaire du continent. Mais ça, évidemment, il le fait pour mieux pointer du doigt les migrants eux-mêmes et demander des mesures d'expulsion encore plus féroces. Dans le même registre, Viktor Orban, qui est le président de la Hongrie et d'extrême droite, il a aussi déclaré: Nous menons une guerre sur 2 fronts. Le premier s'appelle l'immigration et le second s'appelle le coronavirus. Il y a un lien logique entre les deux, puisque les deux se propagent par le mouvement. Il ajoute: Notre expérience montre que ce sont principalement les étrangers qui ont apporté la maladie et qu'elle se propage parmi les étrangers. On retrouve la même démagogie xénophobe et nationaliste de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Donc ce pays qui doit tant à l'immigration, comme on l'a vu tout à l'heure, eux aussi ont largement fermé leurs frontières. Et Trump utilise la lutte contre le virus qu'il qualifie d'étranger ou de chinois, selon ses mots, pour en réalité durcir encore la guerre qu'il mène contre les migrants qui passent par la frontière mexicaine. Nous avons ce problème depuis des décennies, s'est-il lamenté, avant d'ajouter: mais avec le décret d'urgence nationale, nous pouvons enfin faire quelque chose pour y remédier. Et de fait, depuis le 21 mars, tous les sans-papiers sont systématiquement refoulés et sans passer par le juge et renvoyés à la frontière, de l'autre côté de la frontière au Mexique. Depuis le début du confinement, ce sont 10 000 migrants qui ont été renvoyés à la frontière. Si bien qu'une masse toujours croissante de personnes sont amassées dans des camps dangereux, insalubres, dangereux parce que du coup c'est dans des villes dominées par les cartels et donc il y a énormément de témoignages de viols, de tortures, d'assassinats, etc. Et donc en ce moment il y a effectivement 60 000 réfugiés qui sont dans ces camps-là, dont 10 000 mineurs. La presse libérale américaine est évidemment scandalisée, mais c'est dans le droit de chemin de toute la politique migratoire des États-Unis depuis des décennies.
La preuve, c'est que c'est une des frontières, cette frontière entre le Mexique et les États-Unis, c'est une des frontières les plus dangereuses, les plus meurtrières au monde, avec depuis l'an 2000, 7000 personnes qui y ont été tuées. La peur de l'épidémie, exploitée pour alimenter la peur de l'étranger, ce n'est pas un thème nouveau. On retrouve ce thème en 1832, alors qu'il y avait une épidémie mondiale de choléra, une pandémie mondiale de choléra. Du coup, dans la presse aux États-Unis, on pouvait trouver des témoignages, enfin des campagnes honteuses, enfin de propagande et puis humiliantes vis-à-vis des migrants européens qui arrivaient aux États-Unis. Et on accusait justement ces migrants de diffuser le virus. Mais au-delà de ça, la réaction des dirigeants, même s'ils ne sont pas forcément d'extrême droite, ou en tout cas pas dans le parti d'extrême droite, la réaction de ces dirigeants, donc, elle aussi est abjecte. En Méditerranée, les mesures exceptionnelles qui ont été prises pour lutter contre le coronavirus permettent de justifier la non-assistance à personne en danger en mer, et les marines italiennes, maltaises ou libyennes, en ce moment même, ne pratiquent plus de sauvetage en mer, alors que les migrants, eux, continuent de traverser et aussi de mourir noyés. En France, les guichets pour la demande d'asile ferment. Les entretiens à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'OFPRA, ont été annulés ou reportés. Et le 15 avril, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, met fin à son service téléphonique, ce qui de fait rend caduque la possibilité de demander le droit d'asile en France. Alors même que le gouvernement, au début du confinement, assurait que le droit d'asile devait être préservé au titre des services publics indispensables. Les expulsions, par contre, elles continuent, notamment vers le nord de l'Italie, qui est un des pires foyers du coronavirus en Europe et dans le monde. De nombreux migrants ont été renvoyés dans leur pays d'origine, malgré le risque de propagation du virus dans ces pays-là. Et les centres de rétention administrative, les CRA, où sont parqués les migrants en attente d'expulsion, eux restent ouverts, malgré les conditions qui ne permettent pas de se protéger de la propagation du virus, et qui menacent du coup les migrants et aussi les agents qui y travaillent. Il y a eu plusieurs cas de confirmés de coronavirus, notamment à Calais. Il y en a eu 9 de confirmés en début avril par l'association Carrefour Calais, et un cas de confirmé jeudi 9 avril au CRA de Saint-Herblain près de Nantes. Il y a aussi eu des cas, beaucoup de cas, enfin de plus en plus de cas repérés dans les CRA de la région parisienne. Le Conseil d'État a été saisi par plusieurs associations, dont la CIMAD, pour justement demander la fermeture des CRA, et le Conseil d'État a refusé le 27 mars de fermer ces centres. Une seule limitation a été imposée, mercredi 15 avril, donc c'était il y a 3 jours, le tribunal administratif de Paris a interdit au gouvernement de procéder à de nouvelles détentions administratives. Mais les CRA restent ouverts. La Grèce, elle aussi, a suspendu les demandes d'asile du 1er mars au 1er avril. Et l'armée est déployée sur la frontière avec la Turquie pour empêcher toute nouvelle arrivée. L'enfermement des personnes en situation entre guillemets irrégulière est facilité, et puis de nouvelles prisons ont été ouvertes, notamment dans la région de l'Attique près d'Athènes. Et rien n'est fait pour les dizaines de milliers d'exilés qui sont entassés dans des conditions absolument scandaleuses dans les camps qui couvrent un peu qu'on peut retrouver un peu partout en Grèce et sur les îles grecques notamment. Je vous invite à aller voir les témoignages, ils sont nombreux et puis très parlants, qui donnent une dimension du coup de la chose et qui permettent vraiment de saisir les enjeux. Un exemple, le camp de Moria qui est un camp sur l'île de Lesbos. L'île de Lesbos qui est aussi une destination en temps normal touristique, très prisée par les touristes. Et du coup, à Lesbos, il y a un camp avec une capacité normalement de 3000 personnes et qui abrite en ce moment plus de 20 000 personnes dans des conditions inhumaines. Et évidemment, ce serait une catastrophe si le virus frappait dans ces camps-là. Alors oui, il n'est pas faux de dire que les migrants sont un potentiel vecteur de propagation du virus. Mais il en est de même pour tout le monde.
et a fortiori pour toutes les personnes qui voyagent beaucoup, qui voyagent et notamment les bourgeois. Et si on veut parler des rapports entre la crise sanitaire et l'immigration, il faut bien évidemment parler des conditions indignes et parfois abjectes dans lesquelles on accueille les migrants. Parce que prétendre que l'immigration est un problème et que les frontières sont une solution, c'est raconter des sornettes pour passer finalement sous silence le fait que ce sont bien les effets du capitalisme qui génèrent les migrations et qui favorisent aussi les pandémies. C'est aussi justifier et relégitimer les politiques de restriction des conditions d'entrée et de séjour des migrants dans les principaux pays capitalistes qui n'ont en réalité fait que créer des sans-papiers, ces migrants, ces immigrés illégaux ou clandestins qui peuvent être embauchés à vil prix et dans des conditions souvent indignes par le patronat. Organiser du coup le grand déménagement du monde et la répression de ceux qui en sont victimes, les capitalistes et puis les États savent bien le faire. Mais organiser l'accueil digne et humain de ces personnes, ça, ils ne savent pas le faire. Donc c'était le cas hier avec tous les exemples historiques que je vous ai montrés, et puis c'est encore le cas aujourd'hui. Face à eux, nous devons opposer la solidarité des travailleurs et puis la lutte des travailleurs de tous les pays pour pouvoir affirmer en parole et en acte que personne n'est illégal. Donc je vais passer maintenant la parole à Victoria. Donc, face à cette politique de non-accueil, mais en fait on pourrait dire carrément de rejet des migrants, nous on doit en fait opposer la solidarité et la lutte, parce que ce sont deux choses en fait qui sont indissolublement liées. D'abord parce que les luttes, elles naissent par la solidarité, par cette envie de dire ce qui se passe c'est pas normal, et puis ensuite d'agir dans ce sens. Mais également parce que la lutte, elle est créatrice de solidarité. Elle tisse des liens entre les gens, et c'est précisément de ces liens dont les luttes se nourrissent pour se renforcer. Bien souvent d'ailleurs, c'est grâce à l'existence de ces liens militants, grâce à une structuration bâtie sur plusieurs années que les associations peuvent s'adapter aux situations et réagir rapidement. À Nantes, par exemple, donc avec le coronavirus, les équipes de bénévoles se sont organisées pour remplacer les bénévoles qui étaient les plus âgés et à risque, en recrutant de nouveaux. Les associations ont également réorganisé leur manière de faire pour continuer d'assurer la distribution de nourriture et l'accès à des produits d'hygiène. On pense notamment à l'autre hangar qui a été mis en place par l'association L'autre cantine et à leur nouvelle manière de procéder pendant le confinement. En fait, partout en France, dans les camps, dans les gymnases, on se rend compte que ce sont des médecins bénévoles qui consultent les patients, qui les diagnostiquent, qui les informent. Tout ça, évidemment, c'est pas sans difficulté. Le confinement et puis évidemment les particularités de la maladie, ça limite drastiquement en fait les possibilités d'action. Certaines activités, comme celles pratiquées par les associations qui essaient de faciliter l'accès aux soins, doivent être mises à l'arrêt. Pour reprendre l'exemple de Nantes, l'association Safe Migrants Nantes, par exemple, eh bien, le pôle santé de cette association a dû arrêter complètement les permanences santé qu'elle organisait auprès des exilés, faute de matériel adéquat pour la protection nécessaire à l'accueil et à la prise en charge d'une population potentiellement touchée par le Covid. Et en fait, à l'échelle européenne, le constat est le même. La plupart du temps, ce sont les ONG qui sont les seules à porter secours aux bateaux de migrants, mais à cause du coronavirus, elles sont désormais presque toutes maintenues à terre. Il ne reste en fait que l'Alan Kurdi, donc c'est un bateau, l'Alan Kurdi qui a d'ailleurs sauvé ces derniers jours 150 personnes de la noyade. Selon l'ONG Alarm Phone, du 5 avril au 11 avril, en fait, ce sont quand même 1000 migrants qui ont tenté la traversée et avec en fait aucune réponse de la part des ONG parce que voilà, elles sont maintenues à terre et voilà, comme Joshua l'a dit tout à l'heure, les côtes maltaises, libyennes, italiennes ne font rien. En France, le gouvernement Macron, il met carrément des bâtons dans les roues en fait, des assos. À Calais, par exemple, alors, il y avait déjà une politique d'invisibilisation générale, mais là, les associations, en fait, elles sont éloignées de force des camps de migrants. Il y a un couvre-feu humanitaire qui leur interdit de venir apporter de l'aide entre 20h et 8h30 du matin. Et en plus de ces limites horaires, des restrictions géographiques interdisent aux associations de venir distribuer de la nourriture en centre-ville. Pour couronner le tout, les personnels associatifs, ils se voient constamment verbalisés pendant leur maraude, même en possession de leurs attestations de déplacement. Donc,
En fait, face à cette violence quotidienne, hein, les associations, elles n'ont d'autre choix en fait que de renforcer davantage une solidarité qui était déjà de fer. Ces actions de solidarité, elles sont évidemment essentielles au quotidien, sans quoi la situation elle serait juste invivable, mais nous pensons qu'elles ne suffiront pas à changer la donne. On l'observe en fait au quotidien face aux États dont les politiques sont toujours plus restrictives, et aussi parce qu'on voit bien que dès qu'on tente quelque chose, si c'est pas la force policière et toutes les violences qui vont avec, c'est l'outil juridique en fait qui est utilisé contre nous. Et donc, face à tout ça, nous pensons que c'est par la lutte que nous devons répondre. C'est par la résonance des colères, et en premier lieu celle des sans-papiers, que nous devons combattre. Car à ceux qui disent « il faut agir pour les sauver ou les aider », nous, on répond que les sans-papiers, en fait, ils ont attendu personne pour se mettre en mouvement. Et ici, les exemples sont nombreux. Tout récemment, les migrants érythréens de Calais, dont je parlais tout à l'heure, en fait, ils se sont organisés pour aller porter plainte à plusieurs contre les violences policières. Donc c'est un acte qui est déjà bien loin d'être simple quand on est français, mais qui là témoigne carrément d'un grand courage, et dont on sent que la volonté, elle est collective et elle est organisée. Très récemment, toujours, après qu'un cas de coronavirus ait été repéré au CRA du Mesnil-Amelot, la quarantaine de migrants qui étaient détenus dans ce centre se sont révoltés. Ils ont manifesté dans la cour. Et ça s'est terminé avec des CRS qui les dégagent à coups de matraque et de gaz lacrymogène. D'autres exemples encore, les détenus du centre de rétention de Paris-Vincennes, qui, après que plusieurs cas de corona aient été confirmés, ont essayé d'envoyer des messages, des appels de secours en fait, téléphoniques directement aux assos. Des choses comme sortez-nous de là, qui nous libère ou qu'on nous renvoie au bled, mais en fait on ne veut pas mourir ici. Et en fait on peut remonter aussi beaucoup plus loin dans l'histoire. De 2007 à 2011, il y a eu des vagues de protestations successives contre la politique du gouvernement d'alors, donc sous la présidence de Sarkozy. Et donc ces protestations ont débouché sur une grève acharnée qui a duré près de 10 mois, d'octobre 2009 à juillet 2010, et qui rassemblait en fait des milliers de travailleurs sans papier. Jamais ou rarement avait-on vu une grève aussi longue, et l'exemple est d'autant plus marquant et inédit quand on souligne l'extrême précarité dans laquelle ces travailleurs vivaient déjà, du fait de l'irrégularité de leur situation. Cette grève, elle est victorieuse et elle aura mené à des milliers de régularisations. Depuis 2010, les migrants ils sont invisibilisés par les médias ou présentés comme des victimes à sauver. Mais pour autant, ils ne sont pas restés sans rien faire. On pense notamment à la lutte des Gilets noirs en 2018, qui reprennent non seulement le combat des Gilets jaunes contre la politique du gouvernement, mais qui y ajoutent l'exigence des conditions de vie dignes, ainsi que la régularisation de tous les sans-papiers. Ces combats, il va falloir les mener encore. Il faudra se battre pour ne pas retourner dans la clandestinité, pour les logements, pour les soins, et de façon générale, pour mettre fin aux expulsions, aux rétentions, et pour assurer à tous et à toutes une vie digne. Il faudra qu'on l'impose, tous et toutes, ensemble, un autre rapport de force. Aujourd'hui, comme il y a 200 ans, Marx et Engels écrivaient le manifeste du Parti communiste, et ils écrivaient à l'intérieur « C'est par l'union des travailleurs de tous les pays qu'on va y arriver ». Et à notre petite échelle, ça passe par la contribution, quand c'est possible, aux réseaux de solidarité qui perdurent et tâchent de rendre en fait supportable une vie quotidienne qui ne l'est pas. Mais nos tâches politiques, elles vont aussi au-delà en fait. Il faudra qu'on soit aux côtés de celles et ceux qui se mobiliseront pour défendre leurs droits et leur vie contre les exigences du profit. Pour imposer les mesures d'urgence que la situation impose, un logement pour toutes et tous, un travail normalement déclaré et rémunéré, et la régularisation de tous les sans-papiers. Ce seront parmi les premières briques d'une organisation large, de toutes et tous les exploités contre le monde capitaliste.